Merci. Monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous remercier pour les déclarations que vous avez pu avoir à l'issue des révélations, enfin juste après les révélations Uber Files, qui montrent à quel point vous avez été complètement, enfin, choqué, scandalisé par d'abord le lobbying d'Uber, son agressivité, le niveau de son agressivité, de sa détermination. Et en même temps, votre refus que ce lobbying puisse à un moment donné peser sur notre fonctionnement démocratique, quoi. Pour revenir sur la question du deal, pour reprendre le terme, il faut savoir que ce terme de deal, c'est pas les journalistes qui l'inventent, c'est Emmanuel Macron qui parle d'un deal, c'est lui, dans les révélations Uber Files, qui parle d'un deal entre la plateforme Uber, ses dirigeants et lui-même, l'arrêt d'Uber Pop en échange d'un allègement de la réglementation. Et à ce moment-là, il y a quand même toute une bataille menée par Uber depuis le début. Hein, comme vous l'avez bien rappelé, de toute façon, la stratégie d'Uber, c'est d'imposer un état de fait, un état de droit. Et donc, ils ont même, y compris, théorisé la pyramide, excusez-moi l'expression, hein, mais la pyramide de merde. Ils la théorisent comme ça, c'est ça le terme, la pyramide de merde, qui est comment s'attaquer à l'ensemble des réglementations, des lois. Et donc, c'est une stratégie offensive pour imposer une dérégulation du secteur et partir à la conquête d'une situation monopolistique sur un secteur. Hein. Et c'est comme ça que vont procéder pas mal d'autres acteurs de l'ubérisation ou de la plateformisation du travail. Pour revenir à ce qui nous concerne sur ce deal, est-ce que si vous estimez que le résultat n'est pas tant qu'on passe de 250 à 7 heures, parce que ça, de ce point de vue-là, on peut se dire, bah oui, quel énorme cadeau, mais que pour vous, on passe d'une absence d'examen et d'une formation qui pouvait être donnée par des officines opaques très dépendantes d'Uber, et donc on pouvait payer sa licence VTC pour pas cher, à coût de 250 euros, et sans forcément avoir véritablement besoin d'une formation, alors que l'examen et ensuite les conditions d'application hein, qui vont être plus exigeants sur l'examen, finalement, est défavorable à Uber. Est-ce qu'on ne peut pas en déduire qu'à un moment donné, Macron a peut-être une intention avec les dirigeants d'Uber d'opérer ce deal qu'ils ont et qu'ils n'ont pas forcément réussi à obtenir l'ensemble de leurs fins? Est-ce que vous, en tant que ministre des Transports, est-ce que vous avez pu à l'époque avoir des désaccords avec le ministre de l'économie sur ce qu'il entendait ou ce qu'il souhaitait ou ce que le ministère de l'économie et du numérique négociait sur les questions de formation? Est-ce que vous étiez, je ne sais pas, est-ce que des gens dans votre cabinet ont eu des contacts avec des membres du cabinet de M. Macron pour pousser plutôt le dossier dans telle ou telle direction? En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, avant l'arrivée de cet arrêté, quels ont été les échanges, les discussions et quel a été le rôle d'Emmanuel Macron. Alors, dans les Uber Files, le nom de M. Lacresse, qui était membre du cabinet d'Emmanuel Macron, ressort assez fréquemment comme un intermédiaire extrêmement important avec les dirigeants d'Uber. Est-ce qu'il a aussi joué un rôle dans la suite du portage des intérêts demandés par Uber dans ces discussions-là? Madame la rapporteure, je ne sais pas et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un deal entre Emmanuel Macron et Uber. La question, c'est est-ce qu'il y a eu un deal entre Uber et le gouvernement? La réponse est non. Voilà. Ce que Emmanuel Macron a dit à Uber, ce qui semble ressortir, ça n'engage que lui, que ses rapports et la qualité de leur relation. Moi, je n'ai pas d'appréciation à porter et je vous précise que je n'ai eu aucun contact sur cette question de la formation avec lui. À ma connaissance, personne de mon cabinet non plus, parce que nous sommes dans la période où on m'a redonné l'ensemble du dossier. On est dans la créativité, on est attentif non pas aux heures de formation, mais au contenu de l'examen. Parce que c'est vrai que la question que se posent les fonctionnaires qui doivent rédiger nous faire la proposition de rédaction de cet arrêté, c'est en faire assez et ne pas en faire trop.
Et comme on part de rien, on n'a pas de précédent, donc je me souviens de ces discussions. Est-ce qu'il faut faire ces épreuves-là? L'anglais, comment? Quel niveau? Qu'est-ce qu'on peut exiger? Bon, ça a été un vrai débat, mais c'était le seul qu'il y a eu sur les heures de formation. Et c'est resté au niveau des administrations et de mon ministère. Je n'ai eu aucun contact avec Hubert ou avec Emmanuel Macron. J'ajoute une chose d'ailleurs qui n'a pas été évoquée par votre commission, il me semble, jusqu'à présent, dans le dispositif Hubert, qui était quand même très sophistiqué, c'est la filiale Inter. Hein. La filiale Inter, H-I-N-T-E-R, qui fait l'objet d'un... que vous trouverez quelques articles de presse là-dessus, qui venait compléter le système. C'est quoi la filiale Inter? Inter, c'est une filiale à 100% de Uber et qui était chargée de faire travailler les chauffeurs VTC dans la période où ils avaient eu leur agrément, mais ils n'avaient pas leur inscription, c'est-à-dire une période de 4 ou 5 mois, ou 4 ou 5 mois, qui était une période pendant laquelle... et donc, ils les faisaient travailler un peu comme faisaient certains chauffeurs de taxi avec des salariés. Et donc, les gens venaient et étaient travailler pour le compte de Uber avec une autorisation VTC qui appartient à Uber. Cette filiale a dégagé quand même, qui n'avait aucun salarié, prenait un pourcentage sur l'activité des chauffeurs VTC et avait dégagé, je crois, à peu près quand même 500 000 euros de bénéfices chaque année. Il y a eu un article de presse, notamment dans Mediapart, dans ces périodes-là, qui est très intéressant sur l'action de la filiale Inter et qui vient, si je veux dire, couronner le tout sur l'œuvre de Uber. Pour que vous n'oubliez pas la question, même si elle est marquée quelque part, je vais répondre sur le départ de Grégoire Kopp de mon cabinet, puisque ça fait l'objet de... Bon. Grégoire Kopp était mon chargé de communication. C'est quelqu'un que j'avais connu, puisqu'il avait les mêmes fonctions auprès de moi au ministère des Relations avec le Parlement. C'est un garçon qui avait fait une formation d'avocat, Sciences Po, de droit européen, et qui exerçait, au moment où je deviens ministre des Relations avec le Parlement, comme conseiller juridique de Co-Choisir, qui avait choisi d'être dans une association de consommateurs, qui était passionné par les nouvelles technologies et qui va réussir. C'est pas facile, la presse parlementaire, si j'ose dire, et il va pendant 2 ans être un bon conseiller, et quand je reviens au transport, il vient avec moi. Il ne participait à rien des décisions politiques sur le fond. Il faisait bien son travail de communicant. Et un jour, il est venu me dire qu'il allait partir et il a lâché le mot Uber. Nos relations se sont arrêtées là. Puisque de toute façon, à partir du moment où il avait fait ce choix, il n'était pas fonctionnaire. Je n'avais rien à dire et pas à le retenir. Il est parti. Il a travaillé, je crois, 2 ans chez Uber. Il avait cette passion des nouvelles technologies. Donc, il pensait effectivement, lui aussi, que c'était des acteurs qui changeaient le monde. Il est parti chez OVH, après, qui est quand même les grandes boîtes comme conseiller du président. Et puis après, je crois qu'il est parti un temps comme chargé de la communication à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, il travaille dans son propre cabinet, je crois. Voilà, mais il n'a eu... la seule chose que je peux vous dire, puisque ça a été juste... je ne lui ai posé qu'une question, mais comment... je me suis dit, ils t'ont contacté, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'étais pas très étonné qu'ils essayent de m'affaiblir d'une certaine façon, mais non, il m'a dit c'est un cabinet de chasseurs de tête, puisque c'est ce qu'on dit, qui est venu me chercher. Bon, je n'ai pas posé d'autres questions, il est parti. Et comme, évidemment, il y avait la question de la commission de déontologie, qui a donné un avis favorable, qu'il a respecté scrupuleusement, puisqu'il était interdiction d'avoir des contacts pendant 3 ans, et il n'a eu aucun contact avec personne pendant toute cette période. Ça, juste, c'est un élément. Donc, Grégoire Kopp n'a eu, comme vous dites, aucun contact avec personne, c'est-à-dire donc ni avec vous, ni avec votre cabinet durant la période où il travaillait pour Uber. Avec strictement personne. C'était la condition de la décision prise par la commission de déontologie,
Et comme c'est quelqu'un de réglo et de très, très scrupuleux, ça a été respecté, à ma connaissance, par tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, auparavant, avant de rejoindre Hubert, sur quel dossier, est-ce qu'à un moment donné, il a pu être amené à travailler sur des dossiers liés au VTC, au conflit taxi-VTC, ou est-ce qu'il était vraiment sur d'autres sujets, ou est-ce que sa responsabilité en termes de communication pouvait l'amener à aborder tous les sujets de fait de votre cabinet? Aborder tous les sujets, mais dans la limite des compétences d'un chargé de communication, et ne participait pas aux réunions techniques et politiques que je faisais à l'intérieur de mon cabinet. Il est quand même parti assez tôt, hein, puisque là, nous, on revient là en septembre 2014 et il part en juin 2015, donc c'est assez rapide. Voilà, après, évidemment, il avait connaissance de ce que je faisais, mais il n'a jamais participé à aucune discussion sur le fond, ni eu de contact avec les gens de Hubert sur ces questions-là préalablement à son départ, au titre de mon cabinet.